Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation d'une nouvelle équipe de deuxième division, d'une nouvelle équipe de deuxième division espagnole également. On va revenir sur la saison de Cara Rural et puis on parlera de l'effectif 2022 de la Cara Rural Seguros RGA pour dire le nom complet des sponsors. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à me dire ce que vous pensez que cette équipe est capable de faire en 2022, de la saison 2021 de cette équipe également. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Le schéma de la vidéo, comme d'habitude, on va revenir sur la saison 2021, les victoires 2021. On parlera des transferts, des coureurs à suivre, de l'effectif 2022, et puis on terminera par le maillot. La saison 2021 de la Cara Rural, c'est pas foufou. C'est pas foufou. Une seule victoire. Et oui. Et puis, quand on regarde au classement UCI, Team Ranking, ils sont 31e, donc derrière la Bardiani, avec 1425 points, derrière Delco, par exemple, devant Euskaltel et Kern Pharma. C'est là où on voit que le cyclisme espagnol est plus en très grande forme depuis quelques temps. Aussi, ça permet de voir un petit peu la densité, déjà quand vous n'avez plus qu'une seule équipe en World Tour, mais aussi la densité de vos équipes en deuxième division. Donc une seule victoire. Ça a été une année qui a été réalisée par Aberasturi. C'est compliqué l'année de cette équipe parce que pour moi, il y a un effectif qui est de moins en moins bon chez Cara Rural. Et là, ça va se voir encore plus en 2022. Parce que vous avez également un cyclisme espagnol qui est en crise. Faut dire la vérité, des nouvelles stars espagnoles, on n'en a pas. Si tu compares à la Belgique, si tu compares à la France, si tu compares même au Danemark, à l'Italie, qui arrive à trouver quand même quelques jeunes coureurs, là en Espagne, il n'y a personne. Et j'en ai parlé avec Burgos, mais je pense en reparler également un peu avec Kern Pharma et Euskaltel. On a 4 équipes en deuxième division en Espagne, alors qu'il n'y a pas de coureurs en ce moment espagnol. Alors je ne sais pas pourquoi le cyclisme espagnol est en crise. Est-ce que c'est parce qu'il y a eu énormément d'affaires de dopage à une époque, aussi dans le cyclisme espagnol, l'affaire Puerto, ça part d'Espagne quand même principalement. Donc est-ce que il y a certains... les parents ont décidé d'arrêter d'emmener leur môme au niveau du cyclisme parce qu'ils considéraient que c'était un sport qui était pas très net. En France, on a eu, je pense, ce phénomène-là après Festina. Parce qu'on a quand même un trou, un moment de génération. Avant les Pinot et autres, il y a un trou, un moment de génération. Et c'était peut-être pour cette raison-là que certains avaient arrêté à cause des affaires aussi de dopage, en ayant peur qu'en atteignant le monde professionnel, ils soient obligés de prendre des produits qu'ils ne veulent pas pour être performants et de tomber dans la drogue, grosso modo. Mais là, du côté du cyclisme espagnol, c'est compliqué, quoi. On a eu une grande période dans les années 2000. Il y avait des grosses équipes aussi. Des grosses équipes, on était quand même très chargés, il faut le dire. Liberty, la Once, Liberty Seguros, la Kelme aussi. Ibanesto, il y a eu du dopage aussi à une époque. Mais là, aujourd'hui, c'est compliqué. Des nouvelles stars espagnoles, à un moment, on pensait Marc Soler. Marc Soler, ça n'avance pas. Moi, je ne peux pas te citer un nom là, de jeunes coureurs espagnols. Au championnat du monde U23 ou en catégorie junior, il n'y avait personne. En U23, on ne les a pas vus de la course, les Espagnols. Donc, on a vu les Français, on n'a pas vu les Espagnols. Donc le niveau est catastrophique et je pense que ça joue également sur les équipes espagnoles de deuxième division. Mais à une époque, Cara Rural arrivait à recruter des coureurs étrangers ou même des coureurs portugais. Sauf qu'en ce moment, le cyclisme portugais, il y a vraiment pas mal de bonnes équipes en troisième division. À une époque, il n'y avait que Efapel, presque, en troisième division du côté du Portugal. Donc forcément, il fallait s'expatrier. Mais là, il y a une belle densité d'équipes. Et ça joue aussi pour Cara Rural, parce que Cara Rural, à une époque, avait pas mal de coureurs espagnols, parce que Liberty Seguros, c'est plus le cas aujourd'hui.
Donc ils se retrouvent à être obligés de faire avec les coureurs espagnols. Ils n'arrivent plus non plus à recruter des coureurs étrangers. Je rappelle que dans cette équipe-là, il y a eu Hugh Carty quand même qui a commencé. Il y a eu pas mal à une époque de jeunes coureurs qui ont commencé chez Cara Rural et qui sont aujourd'hui en World Tour. Il y a quelques-uns. Mais aussi parce que 2014-2015, c'était la seule équipe espagnole de deuxième division. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et en termes de moyens, ça doit jouer. En termes d'exposition, ça joue aussi. Et c'est compliqué d'aller recruter des jeunes coureurs. Il y a aussi un problème avec Cara Rural, je trouve, c'est que c'était une équipe à une époque qui était qui montrait le maillot, au moins. C'est-à-dire que ils n'avaient pas un gros effectif ou ils n'avaient pas forcément des gros moyens, mais ils montraient le maillot, comme ce que fait aujourd'hui Burgos, par exemple, ou Euskaltel. Cette année, ils ne l'ont même pas fait. Sur la Vuelta, les Cara Rural, ils sont un peu inexistants quand même. On les a très peu vus, les Cara Rural. Là aussi, c'est dommage, quand on t'invite sur une grande Tours World Tour, je pense que le minimum, et vraiment le minimum, c'est au moins de montrer qu'on est présent. Ça n'a pas été le cas pour Cara Rural. On a vu Burgos, on a vu Euskaltel, on les a pas vus. Je me demande même si, par rapport à la saison prochaine, la prochaine Volta, les invitations, je pense, n'ont pas encore été distribuées, mais avec Kern Pharma, on peut réfléchir quand même à l'idée peut-être de laisser Kern Pharma faire la Vuelta, ce qui serait très dur pour le sponsor. Mais je pense que c'est pas bon quand vous avez une nation comme l'Espagne, qui aujourd'hui n'a pas de densité en termes de coureurs, d'avoir 4 équipes. En deuxième division, il y a une équipe en World Tour, ça fait 5 équipes en tout, de gros niveau professionnel, c'est peut-être un peu beaucoup, ou il faut avoir une énorme densité. Alors il y a peut-être aussi des soucis de formation en Espagne. J'ai perdu mon stylo. Oui, après la saison de la Cara Rural, quand tu regardes l'effectif, Aberasturi a été très très mal emmené, quand même, sur tous ses sprints. Ça, c'est quand il fait sur le tour de la communauté de Valence, il est très mal emmené à chaque fois. Quand tu es un sprinter comme Aberasturi, le minimum, c'est de bien l'emmener. Alors, je sais bien que dans le cyclisme espagnol, on n'a jamais été très bon pour emmener des sprints, mais quand même, là, des fois, c'était le néant, et ça pose problème. Ça pose problème parce que Aberasturi, c'est ta meilleure chance de victoire, et que vu que tu l'emmènes mal, c'est compliqué. Et puis, il en a eu marre, donc il s'est barré aussi, Aberasturi. Il est allé dans une équipe World Tour. Et là, j'ai vraiment peur pour cette année 2022, parce que quand tu regardes l'effectif, c'est pas... Il y a quelques coureurs intéressants. Je dis pas que l'effectif est catastrophique, il y a quand même quelques coureurs intéressants, mais la densité est pas là. La densité est pas là. Bon, on va voir ce que ça va donner en 2022. Moi, je suis pas très rassuré. C'est un peu comme... Enfin, on est à la limite, là, quand même, avec Cara Rural. C'est-à-dire, soit vous arrivez à trouver des coureurs performants, que ça soit chez les jeunes coureurs portugais aussi. Il y a un moment, soit votre système, il ne sert plus à rien. Et aujourd'hui, votre équipe devient inutile dans le rang des professionnels. Donc, je pense qu'il faut vraiment réfléchir à ce que doit faire Cara Rural. C'est une équipe qui a souvent été décevante quand même. Mais aujourd'hui, je vois pas les progrès de cette formation. Alors, c'est quand même une équipe qui est présente depuis 10 ans chez les professionnels. Ça fait depuis 10 ans que je les vois en deuxième division. Et ils étaient il y a même eu une équipe en 2005 de Cara Rural, donc voilà, mais dans cette formation-là, ils sont présents depuis 2010. Depuis 2010, à une époque, on commençait à avoir un peu des progrès du côté de Cara Rural. Je trouve qu'il y a eu une régression en termes de résultats, et c'est un petit peu triste. On va revenir donc sur la seule victoire de l'année 2021 de cette équipe, ça ira assez vite comme ça. C'est Jon Aberasturi qui a remporté la 3e étape du Tour de Slovénie. Jon Aberasturi, dans les top résultats, on va aller assez vite. Il a fait 2e de Cholet Pays de Loire, 4e de la Per-Sampre Alfredo, 4e de la Classica de Almeria aussi. Donc voilà, il a apporté vraiment des très très bons résultats. On a eu également Jonathan Lastras qui a fait 10e du Tour de Slovénie, notamment 6e de la Ruta del Sol, 4e du Tour de l'Algarve. En cours de saison, tu t'aperçois quand même que les bons résultats de cette équipe, c'est Lastras, Aberasturi, Roran Garcia également un peu, et puis derrière,
c'est un petit peu l'océan enfin le néant à perte de vue, je dirais. On continue, donc victoire c'est fait, on passe au transfert en 2022. Quelques changements quand même dans cette équipe, quelques nouveaux coureurs aussi, et puis quelques départs. Voilà, on est avec 6 arrivées je crois, 7, voilà, précisément 7 arrivées pour 6 départs. Voilà. La plus grosse arrivée, Michael Nieve qui vient de Bike Exchange, très bon coureur, Michael Nieve il y a quelques années, bon grimpeur qui a eu un rôle d'équipier notamment pour Simon Yates, un équipier assez important. Après au niveau performance ces derniers temps c'était quand même un peu moins bon. On a Edouard Prades qui arrive de Delco, donc l'équipe française qui a un petit peu fait faillite. Hein, on a aussi après Michal Schlegel qui vient de Elkov Kasper, donc qui est tchèque, Fernando Barcelo qui vient de Cofidis, Yuri Letao qui vient de Tafer Mea Zindot Motargoa qui est une équipe portugaise. On va en parler de Yuri Letao parce que c'est un coureur prometteur. On a Yezid Albero Pira qui est colombien, qui vient des rangs juniors, on va dire un peu amateur de Colombie, qui avait fait un bon Tour de Colombie l'année dernière. Et puis Callum Johnston, britannique. Du côté des départs, Yana Berastouri, ça c'est un gros départ qui rejoint la Trek. Ça c'est vraiment une mauvaise nouvelle pour eux. Hector Saez qui rejoint Glass Drive Q8 à Nicolor. On a Alejandro Osorio qui rejoint la Bahreïn. Là aussi, un beau coureur. Oyer Lascano qui rejoint Movistar. Et puis, vous avez Irizarry qui prend sa retraite. Et Carmelo Urbano qui n'a toujours pas trouvé de point de chute. L'effectif 2022 de la Cara Rural, c'est un effectif qui a l'avantage d'avoir aussi pas mal de coureurs jeunes. Notamment Rosu Echebarria, 21 ans, là je vois. Letao, 23. Callum Johnston, 24. Après, il y en a certains, ils n'ont pas fait grand-chose jusqu'à maintenant dans les rangs professionnels. Donc c'est bien d'avoir des jeunes, mais c'est bien aussi d'avoir des jeunes qui ont des bons résultats chez les professionnels. On a 3 coureurs seulement qui ont plus de 30 ans. Aritz Barguès, Edouard Prades et Michael Nieve. Michael Nieve qui aura un vrai rôle de capitaine de route et pour entourer ces jeunes coureurs. Ici du côté de Michael Nieve, qui revient au pays, c'est vrai que ça faisait depuis presque 10 ans qu'il n'avait pas couru dans une équipe espagnole depuis Euskaltel. À l'époque, donc je crois que c'était 2013. Du côté de Michael Nieve, il y a aussi peut-être l'objectif sur la Vuelta d'aller chercher une ou 2 étapes d'aller prendre des échappées, surtout que là il aura plus de leader à protéger, contrairement au travail qu'il avait à faire notamment chez Mitchelton Scott ou chez Bike Exchange encore l'année dernière de protéger des leaders. Là ça ne sera plus le cas. Après 37 ans quand même, donc il faudra voir s'il n'y a pas une baisse de niveau. On passe aux coureurs à suivre. Du côté des coureurs à suivre, je commence avec Edouard Prades. Edouard Prades qui a eu un passage à Cara Rural, également chez Euskadi, chez Movistar, et puis l'année dernière il était chez Delco. Il avait rejoint Delco en provenance de Movistar. Puis Delco assez vite, le projet a eu des petits soucis, notamment avec le départ de Nippo. Je pense qu'il avait été recruté avec le co-sponsor. Il a fait un bon tour, une bonne Arctic Race of Norway, avec une 6e place au général. 2e du Tour de Vendée également, Edouard Prades, qui est un bon sprinter, en sachant qu'ils ont perdu à Berastouri. Je dirais que il récupère Prades. Pour moi, c'est quand même un niveau un peu en dessous, Edouard Prades, par rapport à Berastouri. Puis c'est quand même un coureur qui a maintenant à 34 ans. Alors certes, il a commencé pas très jeune, parce que chez OFM Quinta d'Elixan, équipe portugaise en 2013, il a vraiment fait sa première saison complète chez les professionnels, on va dire totalement, surtout à partir de 2015 chez Cara Rural. 13e de la Polynormande aussi, et 6e de la première étape du Tour de Limousin. Ça reste un coureur intéressant. Après, Berastouri est quand même un peu meilleur. Et puis s'il a le même problème qu'à Berastouri, ça a l'air de ne pas être entouré.
Ça risque d'être compliqué. Après, c'est quand même un mec qui a aussi remporté le Tour de Turquie, le Tour de Norvège en 2018, le Tour d'Aragon en 2019, qui sait grimper aussi. C'est pas qu'un coureur qui a une bonne pointe de vitesse. Ça, j'ai dit sprinter, c'est même plutôt... Enfin, il a un profil qui est très polyvalent. Edouard Pradès, c'est aussi un coureur qui est capable de faire des résultats sur les courses, d'une semaine. Mais c'est peut-être quand même un peu moins le cas aujourd'hui. Il avait peut-être plus cette capacité-là quand il avait une trentaine. Juste 30 ans, c'est vrai que depuis 2-3 ans, on l'a un peu moins vu dans ce domaine-là de gérer des courses d'une semaine. 4e également du général du Tour de Luxembourg en 2018. Il s'est jamais vraiment bien exprimé chez Movistar aussi. Donc peut-être que là, il va se relancer chez Cara Rural. Une seule année de contrat chez Cara Rural, ça c'est assez rare, mais une seule année de contrat. Après, c'est quand même un coureur qui a pas mal voyagé. Il a été dans une équipe d'Andorre, chez Matrix PowerTag, Cara Rural, Euskadi, où il était resté qu'1 an, Movistar 2 ans, Delco 1 an, Cara Rural encore une année. On sent que c'est un recrutement de dernière minute, c'est-à-dire je pense qu'il n'avait pas beaucoup d'offres sur la table, Edouard Pradès, et il a pris cette équipe-là parce que bon, il connaissait un peu déjà l'entourage de l'équipe et puis qu'il n'y avait pas beaucoup d'autres choix. Il devrait recommencer au Tour de Catalogne, mais peut-être qu'il fera quelques courses avant. Bon, on met le Tour de Catalogne le 21 mars. Jefferson Alvaro Cepeda, qui est le frère de Jefferson Alexander Cepeda, enfin c'est son cousin Cepeda de Androni, coureur qui a 25 ans, équatorien pardon, pas colombien, qui a quand même eu des résultats, notamment la course sur route des championnats panaméricains, championnat d'Équateur également, et du contre-la-montre et sur route. Il a été dans l'équipe d'Équateur, l'équipe bolivienne également, et puis là il a rejoint Cara Rural surtout à partir de 2019-2020. Coureur qui a quand même fait 32e de la dernière Vuelta, notamment 23e de l'étape de El Barraco. 22e également, c'était du côté de Valdepeñas de Jaén. Donc, ou des Jeannes, je ne sais plus comment on devait dire, qui était une arrivée en côte. Il y a eu également une 9e place du classement des jeunes du Tour de la Communauté de Valence avec une 18e place générale, 7e de la première étape du Tour d'Andalousie. Pourquoi j'ai mis Cepeda ? C'est surtout que voilà, bon, c'est un peu symptomatique des coureurs sud-américains, la difficulté d'adaptation à l'Europe. On a vu avec son cousin Cepeda qui au final n'a pas eu forcément de très très grands résultats. Il n'a pas encore montré tout ce qu'il savait faire. J'ai l'impression que c'est un peu pareil pour son cousin. Donc c'est vrai qu'on attend un peu mieux. C'est un coureur qui a l'air d'être très prometteur, qui a l'air d'avoir une bonne pointe de vitesse également. Qui a remporté quand même la Classica après Bafilafranca Odiziaco également en 2020. Je m'excuse, j'ai du mal à me réveiller. Mais c'est pas bien quoi en termes de résultats. Et ça montre aussi tous les soucis qu'une équipe a quand on veut recruter des coureurs sud-américains. C'est qu'aujourd'hui, le scouting est assez compliqué à faire en Amérique du Sud. Parce qu'on n'a pas forcément une grande densité sur les courses professionnelles sud-américaines. Donc c'est vrai que même un Tour de Colombie, des coureurs qui viennent au Tour de Colombie, ils sont amateurs. Donc c'est très dur. Même quand un mec domine au Tour de Colombie, c'est très dur de se dire « Ah là là, c'est un futur grand coureur ». C'est toute la difficulté de l'Amérique du Sud. Aujourd'hui, c'est pas qu'il y a un manque de densité, parce qu'au niveau du haut niveau, aujourd'hui, la Colombie, l'Équateur, il y a quand même de la densité. Carapaz, il y a de la densité. On peut arriver au niveau en passant par l'Amérique du Sud, et pas seulement quand on passe par la Colombie. Mais pour les équipes, c'est pas facile de repérer des coureurs, du fait que sur les courses, c'est pas toujours d'un très très grand niveau. On continue avec Jonathan Lastras, qui est l'un des rares coureurs très performants. Jonathan Lastras, qui a fait toute sa carrière pour le moment chez Cara Rural. Il vient de Bilbao. On l'a vu notamment en termes de bons résultats. 6e du Tour d'Andalousie, 10e du Tour de Slovénie.
Il a également été 4e du Tour de l'Algarve avec notamment une 3e place lors de l'étape de Foya, c'était l'étape numéro 2. 13e également du Tour de la Communauté de Valence avec une 9e place lors de l'étape de Ondara le premier jour sous la pluie. 6e de la dernière étape de la semaine internationale Kopier-Bartali où il avait fini 12e au classement général. 29e de la classique de l'Ardèche, 25e de la classique de la Drôme également en début de saison. C'est l'un des coureurs qui a apporté les meilleurs résultats à cette équipe. Le problème d'un Jonathan Nastras, c'est qu'aujourd'hui, je me dis, sur des grosses courses internationales, ça me semble un peu faible. Je pense que c'est un coureur qui est capable d'être performant sur des courses d'une semaine, sur des courses, je dirais, de deuxième division, comme je dis toujours. Par contre, sur des top courses, je pense que c'est trop faible. Aujourd'hui, Jonathan Nastras. Et quand c'est l'un de tes meilleurs coureurs, c'est inquiétant. Ça fait partie du début de la difficulté des coureurs espagnols parce qu'il a 28, je crois donc il a à peu près le même âge que Marc Soler, je crois maintenant. C'est là où on voit certains coureurs, là, toute la difficulté qu'ont certains coureurs en Espagne à performer depuis, je dirais, une dizaine d'années. On a vraiment un manque de jeunes coureurs en Espagne qui est assez terrible. Et Jonathan Nastras, c'est l'un des meilleurs représentants de sa génération. Donc c'est pour vous dire, là aussi, le niveau aujourd'hui en Espagne, c'est un cours qui reste intéressant. C'est un cours intéressant pour des courses de deuxième division. Donc s'il peut claquer un top 5 sur un tour d'Andalousie ou un tour de l'Algarve, c'est toujours positif à prendre pour cette équipe, surtout au niveau du sponsor. Donc c'est une saison qui est quand même intéressante. Quand tu vois certains autres coureurs, tu te dis, lui, il n'a pas fait de mauvaise saison. L'année dernière, Jonathan Nastras. Après, je pense que c'est un coureur qui est un peu en difficulté sur les grosses courses et il ne faut pas s'attendre à ce qu'il te fasse des grands résultats sur les grosses courses. C'est ça qui est dommage, mais ça reste un bon coureur. Michal Schlegel, le Tchèque. Pourquoi j'ai mis Michal Schlegel? Déjà parce qu'il a connu la CCC, mais quand la CCC était en deuxième division, passé par une équipe tchèque également, Elkov Kasper ces dernières années. Il était aussi passé par la Constantia, qui était à une époque la grosse équipe tchèque de troisième division. Pourquoi? Parce qu'il a eu quand même des résultats intéressants. 3e du Sibiu Cycling Tour, 1er de la Visegrad 4 Kerek Paverseni, une course hongroise, 7e de la Visegrad 4 Bicycle Race, le Grand Prix de Slovaquie. Il a eu également la 3e place sur le Tour d'Autriche, 1er du Tour de Malopolska en Pologne, 3e du Tour de Slovénie, 12e de l'Alpe Isère Tour. Donc, quand tu vois la faiblesse de cette équipe, il renforce quand même plutôt bien cette formation, je trouve. 26 ans, pourtant professionnel depuis 2015, donc il a commencé très jeune, Coco. À 18 ans, il a dû commencer, Michal Schlegel, mais il commence vraiment à bien s'exprimer. Sur, encore une fois, des courses de deuxième division, c'est un coureur qui peut faire des top 10. 2e également du Tour d'Alsace en 2019. 15e du Tour des Alpes en 2018, à l'époque à la CCC. Donc c'est un coureur qui est très intéressant, qui a retrouvé, on va dire, un petit peu des couleurs l'année dernière dans son équipe, qui rejoint la Carrera le contrat de 2 ans. C'est un beau retour pour lui. Alors après, il faut voir comment il va s'adapter à un univers un peu différent, parce qu'il a fait que des équipes de l'Est. Là, il se retrouve dans une équipe espagnole, donc parfois c'est pas toujours compliqué quand vous arrivez dans un nouvel univers. J'espère qu'il parle espagnol également, parce que c'est un peu comme les équipes françaises, c'est-à-dire que l'anglais c'est pas forcément une tradition, on va dire, dans les équipes espagnoles. Donc il faut s'adapter à la culture du pays, ce qui est pas toujours facile pour un coureur étranger, surtout que dans l'effectif Carrera, vous avez quasiment à 90% des coureurs espagnols ou portugais, on va dire. Et il y a très peu de coureurs hors de la péninsule ibérique. Donc on va voir comment ça va se passer pour le Tchèque. Et je termine pas du tout. J'ai encore Yuri Letao, le portugais.
Pépite, Yuri Letao, vraiment pépite, bon sprinter. Je l'ai vu sur pas mal de courses au Portugal, c'était vraiment intéressant, notamment 2 fois vainqueur d'une étape de la Volta de Alentejo ou Alentejo, je sais jamais comment on doit dire le J en portugais. 5e d'une étape du Tour de l'Algarve, 2e d'une étape aussi de la Volta de Alentejo où il avait remporté le maillot de meilleur sprinter. 5e du championnat de Portugal contre la montre en U23. Donc voilà, c'est un coureur qui est très intéressant. Même si la saison dernière, il a très peu couru. Je ne sais pas si vous le voyez, mais il a eu simplement une quinzaine de jours de course, donc peut-être des pépins physiques pour le coureur portugais, mais moi je l'ai vu notamment sur le Tour de Portugal, je l'avais vu sur le Tour de l'Algarve, parce que j'ai vu la première étape du Tour de l'Algarve, l'étape de Portimao, je l'avais vu. Après je n'ai pas vu cette course, la Volta des AO Aletejo ou Aletejo au Portugal, mais il a eu un très gros rythme. En 2020, si on regarde un peu ses résultats de l'année précédente, si on a des références du côté de ProCycling Stats, si j'ai pas une connexion internet trop mauvaise, il avait fait donc 5e des championnats du Portugal du contre-la-montre, j'ai pas d'autres résultats, mais ça a l'air d'être un coureur très intéressant. Il va avoir un gros début de saison, on lui reprend le 26 janvier avec le Trofeo Calvia, puis il va enchaîner toutes ses courses, toutes ses classiques de début de saison, notamment le Trofeo de Palma de Majorque. Voilà, il y a beaucoup de courses en début de saison en Espagne qui s'enchaînent, qui sont des classiques, mais vous en avez une par jour et ça dure quasiment une semaine. Donc on va voir ce que ça va donner pour le coureur portugais. Mais il a un profil qui est très intéressant, je trouve, de sprinter, Yuri Letao. Donc c'est un coureur que moi je vais suivre en cette année 2022. Il y a Michael Nieve, bien entendu. Parce que Michael Nieve, il faut toujours un peu s'en méfier, même si sur les grands tours l'année dernière ça n'a pas été fou. C'est quand même un coureur qui a déjà remporté des classiques. Je trouve qu'il a une carrière assez étonnante, Michael Nieve, parce que c'est un coureur, je pense, qui aurait pu avoir des meilleurs résultats sur les grands tours. Mais il a été équipier chez Sky, il a été équipier chez Mitchelton. Il a rarement été leader, à part chez Euskaltel, et encore chez Euskaltel, il y avait également Samuel Sanchez, à une époque qui lui barrait un petit peu la route. Je pense que c'est un coureur qui aurait pu faire mieux qu'un top 10 de Vuelta ou du Giro. C'est un coureur qui, je pense, avait la capacité de faire top 5 sur un grand tour, mais il n'a jamais réussi à le faire. C'est un peu dommage. Parce que il pourra avoir, je pense, des regrets à ce niveau-là. En vainqueur de 3 étapes sur le Tour d'Italie, d'une étape sur la Volta, d'une étape sur le Dauphiné, 8e de la Volta en 2015, 5e du Tour de Suisse en 2012. Moi, je pense qu'on l'a un peu trop catalogué équipier. Là, il a 37 ans, il va redevenir leader d'une équipe. Bon, pour Cara Rural, c'est un bon choix. Et puis, de toute manière, même si au niveau performance, ça décroît, l'effectif étant pas fou, encore une fois. Et puis, ça peut être intéressant pour être un capitaine de route également. Quand vous avez 10 ans d'expérience dans des équipes World Tour, dont Sky, dont Mitchelton, qui sont quand même des belles formations qui ont une culture très différente de l'Espagne, ça peut être intéressant. Et puis, ça peut être intéressant également pour lui dans l'idée de se reconvertir en tant que directeur sportif, en tant que manager. Ça peut être intéressant d'avoir un mec comme Michael Nieve, qui a été capitaine de route pendant de nombreuses années, notamment de Chris Froome. Donc ça peut être intéressant d'avoir ce type de coureurs-là qui sont parfois très intelligents et deviennent parfois des très bons directeurs sportifs. Et puis je termine avec Fernando Barcelo, qui vient de Cofidis, 26 ans, 4e du Tour de Wallonie. Ces 2 années chez Cofidis n'ont pas été dingues. J'ai l'impression qu'il n'a pas réussi à s'adapter à l'univers francophone, au management de Cédric Vasseur peut-être aussi. Il a eu souvent un rôle d'équipier également. Moi, je me souviens de sa période à Euskadi à l'époque, il n'y avait pas encore Euskadi, notamment sur le Tour d'Espagne, je me souviens très bien de sa 3e place. C'est l'une des rares étapes que j'avais vues du Tour d'Espagne 2019. Ça avait été vraiment une très très belle journée. Donc c'est un coureur qui a un très beau profil, qui est un bon baroudeur, qui est capable également de sprinter, d'avoir une bonne vitesse dans des petits groupes dans des groupes d'une dizaine de coureurs. Il peut être très rapide.
C'est dommage chez Cofidis si c'est jamais vraiment adapté. Alors après, bon, faut dire, il y avait Cédric Vasseur, c'est pas toujours facile de comprendre la mentalité de Cédric Vasseur. Là aussi, un coureur qui a quand même 3 Vuelta déjà dans les pattes, dont une l'année dernière. Mais c'est vrai que chez à Euskaltel, il avait vraiment... ou à Euskadi, non c'était à Euskadi à l'époque, Euskaltel n'était pas encore là. C'était vraiment très bien ce qu'il faisait. Bon, il fait quand même 4e du Tour de Wallonie l'année dernière, dans des résultats, on va dire, c'est son résultat majeur de sa saison. Mais je trouve qu'il a eu vraiment trop souvent un rôle d'équipier, alors que c'est un mec qui a vraiment un profil très intéressant. Donc je vais voir ce que ça va donner l'année prochaine chez Cara Rural. Et puis je termine avec le maillot 2022 de la Cara Rural. Je descends toute ma petite liste. Hop, Cara Rural, donc le maillot est assez ressemblant. J'ai l'impression que on a tenté de faire un petit dégradé de vert. Avant, la portion en vert était lisse, on va dire, c'est un vert très simple. Là, on a mis des petits dégradés. Je suis pas sûr que ça soit hyper visible. Le carré jaune est toujours présent. C'est-à-dire ce petit sponsor qui a décidé de se mettre en jaune est présent. C'est un maillot qui se repère assez facilement dans le peloton, je trouve. Quand vous regardez les courses professionnelles, voilà, le vert et le blanc, il n'y a pas 150 équipes. C'est un vert en plus qui est très marqué, donc on le repère assez bien. Je trouve que c'est pas le pire maillot de deuxième division. Vous verrez notamment la prochaine vidéo avec Drew Nooper, Androni Giocattoli. Vous allez voir un maillot dégueulasse. Je vous préviens, mais le maillot est pas mal. Moi, bon voilà, c'est pas le vert, c'est pas toujours facile, hein. Mais je trouve qu'au moins c'est une couleur qu'on repère assez facilement dans le peloton. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage. Prochaine vidéo, ça sera donc Drone Hooper, Androni Giocattoli. Il y aura des choses à dire sur cette équipe italienne qui a l'objectif un petit peu de passer un cap avec un nouveau co-sponsor. Et puis voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve pour de nouvelles aventures. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.